Bonjour les amis, pour cette vidéo on va traiter un sujet spécialement sur les genres narratifs, c'est-à-dire le roman, la nouvelle et le conte, et éventuellement les fables. C'est une citation assez simple pour le CAPES, mais je vais tout de suite vous la donner reformulée comme pour un sujet du bac. C'est une citation de Paul Ricoeur. Commentant un ouvrage de Frank Kermode, Paul Ricoeur considère que les fictions narratives mentent et trichent dans la mesure où elles consolent, mais qu'elles ne sont pas arbitraires, dans la mesure où elles répondent au besoin d'imprimer le sceau de l'ordre sur le chaos, du sens sur le non-sens, de la concordance sur la discordance. Vous commenterez et discuterez cette citation. Alors c'est vrai, c'est un sujet de CAPES, mais si vous préparez le bac, pas de souci, je vais vous le reformuler tel qu'on pourrait vous le proposer au bac. Vous allez voir que ce n'est pas si difficile. Est-ce qu'on peut considérer que les histoires racontées dans les œuvres narratives nous consolent de la réalité, en donnant de l'ordre et du sens à la vie réelle? Je vais réaliser la dissertation avec vous, en restant exigeant, pour vous tirer au maximum vers le haut. Pour le bac, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin que moi, mais vous allez voir, je vais bien expliquer tous les exemples pour que vous puissiez les utiliser si besoin. On va donc d'abord cadrer le domaine de réflexion. Le sujet concerne les fictions narratives, c'est-à-dire les romans et les nouvelles, mais aussi les contes, voire même les fables, si vous trouvez de bons exemples. Dans la citation, Ricoeur oppose la fiction et la réalité dans une série d'oppositions. Ordre, chaos, sens, non-sens, concordance, discordance. Il y a donc un présupposé très fort, la réalité est chaotique. Mais attention, ce n'est pas un sujet de philosophie, on ne va pas réfléchir sur la nature même de la réalité, mais plutôt montrer dans quelle mesure la littérature illustre bien cette réflexion. Pour la mise en contexte, on peut déjà regarder la date. C'est la fin du XXe siècle, le siècle des doutes, des déconstructions, le siècle qui a produit les littératures de l'absurde. Malgré cela, Ricoeur parle d'une littérature qui remet de l'ordre et qui console. Ce n'est pas un point de vue naïf, il faudra donc essayer d'aller aussi loin que lui et montrer que certaines représentations du désordre en littérature restent artificielles et continuent de donner un sens au monde. Qui est Paul Ricoeur? Alors on n'est pas obligé de le connaître, mais a priori, si vous préparez le CAPES par exemple, vous l'avez déjà rencontré. C'est un philosophe qui étudie la fonction heuristique de la fiction. Comment elle permet de découvrir et de comprendre le monde. Si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas très grave, car le sujet résume très bien sa position. Il interprète la littérature comme une production de sens qui répond à un besoin humain. Il ne faut pas s'arrêter aux mots-clés de la citation, mais regarder les relations qu'ils entretiennent, notamment en repérant les liens logiques. Ici, on voit que la citation entière est un chiasme, regardez. D'un côté, mentir et tricher consiste à transformer le chaos en ordre. De l'autre, le rôle des fictions, consoler, correspond au fait qu'elles ne sont pas arbitraires. D'abord, la thèse est déjà une pensée évoluée. Pour notre sujet, on va commencer par défendre le point de vue de Paul Ricoeur, et on essayera de le dépasser ensuite. Les fictions proposent des représentations qui modifient et donnent un sens à la réalité. Elles nous permettent d'appréhender le chaos, et en cela, elles sont rassurantes. L'antithèse n'est pas une négation de la thèse, mais une ouverture sur de nouveaux horizons. En fait, c'est déjà une synthèse. On part de l'endroit où on était resté. Les fictions explorent une réalité chaotique. Mais on va voir qu'elles ne sont pas forcément rassurantes et consolatrices. Au contraire, le lecteur est souvent invité à remettre en cause ses propres certitudes. Les fictions donnent à voir un désordre irréductible et inquiétant. La troisième partie n'est pas une synthèse, mais plutôt un pas de côté qui permet de renouveler la question. Donc ici, on va chercher un rôle plus général des fictions narratives. Au lieu de questionner uniquement la réalité, la littérature se réinvente sans cesse elle-même. On entre justement dans la dimension arbitraire que Paul Ricoeur récuse. On va dire que les fictions interrogent le langage lui-même. Pour l'introduction, on va suivre 4 étapes. Pour recontextualiser le sujet tout en faisant une accroche énergique, je vous conseille de commencer par une référence culturelle, la plus évidente et la plus proche possible du sujet. Par exemple, Madame Bovary échappe à son quotidien en lisant des romans. Ses lectures donnent un sens à sa vie. Elle s'imagine vivre une grande histoire d'amour avec Rodolphe, alors qu'en réalité, elle sombre dans le désordre, elle trompe son mari, elle s'endette et finit par se suicider. On peut alors reformuler la citation en montrant le lien avec ce que dit Paul Ricoeur. Cet exemple illustre bien le propos de Paul Ricoeur dans son ouvrage Temps et récit de. Selon lui, les fictions narratives mentent et trichent dans la mesure où elles consolent. Et il poursuit, mais elles ne sont pas arbitraires dans la mesure où elles répondent au besoin d'imprimer le sceau de l'ordre sur le chaos, du sens sur le non-sens, de la concordance sur la discordance. Ensuite, on va nuancer cette citation, cela permet déjà d'annoncer la problématique et l'antithèse. Pour ma part, je profite du fait que l'exemple de Madame Bovary est justement assez ambigu.
Mais on peut se demander justement si le projet de Flaubert, par exemple, est de nature à rassurer le lecteur. Le roman de Flaubert constate ces désordres sans proposer de solution morale, c'est notamment ce qui a choqué à l'époque. Le style de Flaubert, et notamment son ironie constante, déconstruit toute interprétation romanesque de la réalité. Du coup, on peut maintenant rédiger la problématique. Dans quelle mesure peut-on dire que les fictions narratives donnent une vision consolatrice de la réalité en faisant émerger le sens et l'ordre là où la réalité est angoissante et chaotique ? Enfin, l'annonce de plan. D'abord, les œuvres de fiction sont nécessairement issues de la réalité. Elles interrogent le monde et tentent de l'expliquer. En cela, elles ont un rôle heuristique et rassurant. Mais en explorant le monde, certains auteurs s'abstiennent de nous apporter des réponses rassurantes. Ils donnent à voir une réalité inexplicable et inquiétante pour fragiliser les certitudes du lecteur. Enfin, dans ce questionnement perpétuel, les récits reviennent sur eux-mêmes et interrogent leur propre rôle. La fiction devient alors un prétexte pour renouveler la narration et le langage lui-même. On peut commencer par exemple avec les contes de fées et le genre merveilleux, et montrer comment ces récits partent de nos angoisses pour en tirer des enseignements. Par exemple, vous savez que les premières versions des contes de Perrault se terminent avec une morale. Regardons la fin du Petit Chaperon Rouge. On voit ici que de jeunes enfants font très mal d'écouter toutes sortes de gens, et que ce n'est pas chose étrange s'il en est temps que le loup mange. Les différents éléments de l'angoisse sont représentés dans les contes de manière à être faciles à identifier. Le loup, la crainte d'être dévoré, etc. On peut faire rapidement allusion à la critique psychanalytique avec notamment Bruno Bettelheim et sa psychanalyse des contes de fées. Le conte de fées ressemble à un lac paisible qui reflète notre image, mais nous y découvrons bientôt le tumulte intérieur de notre esprit et la manière de nous mettre en paix avec lui et le monde extérieur. Pour traiter des personnages, l'exemple de Candide est intéressant, parce que justement Voltaire l'envoie découvrir que tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. « Oh Pangloss !» s'écria Candide. « Tu n'avais pas deviné cette abomination ? C'en est fait. Il faudra qu'à la fin je renonce à ton optimisme. »« Qu'est-ce qu'optimisme » dit Cacambo. « Hélas, dit Candide, c'est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. » Mais justement, chez Voltaire, toutes ces mésaventures forment un voyage initiatique qui permet à Candide d'évoluer et de dépasser son ancien maître à penser, Pangloss. À la fin du roman, Candide n'éprouve plus le besoin de tergiverser avec lui, il lui répond simplement « Cela est bien dit, mais il faut cultiver notre jardin. » Les romans construisent des personnages qui éclairent le monde, parce que ce sont des archétypes. Par exemple, le père Goriot est surnommé Christ de la paternité. Tous ces malheurs ne sont pas absurdes, ils révèlent son aveuglement et ils expliquent aussi l'évolution du personnage de Rastignac à la fin du roman. Il lança sur cette ruche bourdonnante un regard qui semblait par avance en pomper le miel, et dit ces mots grandioses. « À nous deux maintenant !» Et pour premier acte du défi qu'il portait à la société, Rastignac alla dîner chez Madame de Nucingen. La structure même des fictions narratives est signifiante. On peut penser à Todorov qui écrit un article « Grammaire du récit ». Il y a deux types d'épisodes dans un récit, ceux qui décrivent un état, d'équilibre ou de déséquilibre, et ceux qui décrivent le passage d'un état à l'autre. On peut par exemple comparer le début et la fin d'un roman pour mesurer l'espace parcouru. Par exemple, Zola a changé d'avis pendant qu'il rédigeait Germinal. Au lieu de répéter le même décor que dans les premières pages, à la toute fin du récit, il décide de le transformer pour mettre l'accent sur le renouveau de la nature. Aux rayons enflammés de l'astre, par cette matinée de jeunesse, c'était de cette rumeur que la campagne était grosse. Des hommes poussaient, une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur, et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre. On peut terminer cette première partie en essayant de confronter la citation de Paul Ricoeur à L'étranger d'Albert Camus. C'est particulièrement difficile parce que toute l'histoire de Meursault repose sur un meurtre absurde. Mais le roman se termine tout de même avec une certaine volonté de consolation, un peu paradoxale. Le narrateur parvient à retrouver la tendre indifférence du monde. Voilà le passage en question. Comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir, devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. De l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j'ai senti que j'avais été heureux, et que je l'étais encore. Et on n'oublie pas de rédiger une transition vers la deuxième partie. On dirait bien que les fictions ne peuvent pas s'empêcher de mettre de l'ordre et de donner du sens, même quand on part avec la matière la plus chaotique. Pourtant, certains auteurs utilisent des procédés qui parviennent à laisser en suspens la réponse à nos questions. Ils laissent alors une sensation d'inquiétude irréductible. D'une certaine manière, en face du registre merveilleux, où il est courant de rencontrer des dragons et des fées sans que cela ne surprenne personne, on va trouver le registre fantastique, où au contraire la discordance avec le monde réel va provoquer un véritable malaise. On peut donner l'exemple du Horla. Dans une première version, Maupassant donne la parole à un médecin.
Dans la deuxième version, tout est raconté à la première personne. Le lecteur peut alors vivre directement l'irruption de l'inexplicable qui va conduire le narrateur au suicide. La chute est alors entièrement contenue dans les points de suspension. Non, non, sans aucun doute, il n'est pas mort. Alors, il va falloir que je me tue, moi. Dans la même logique, certains écrivains vont dégrader les repères traditionnels de la littérature. Dans Voyage au bout de la nuit, par exemple, Céline raconte une épopée dégradée. Le registre épique, qui chante traditionnellement le courage des soldats, est complètement retourné. Le colonel, c'était donc un monstre? Je conçus en même temps qu'il devait y en avoir beaucoup des comme lui dans notre armée, des braves. 1, 2, plusieurs millions, peut-être en tout. Avec des êtres semblables, cette imbécilité infernale pouvait continuer indéfiniment. Pourquoi s'arrêterait-il? Jamais je n'avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses. Dans Voyage au bout de la nuit, rien ne peut sauver l'humanité. Le bon sens cher aux classiques se réduit à des commérages de concierges. L'amour, valeur chère aux romantiques, n'est plus qu'un idéal à portée des caniches. Les seuls êtres qui valent la peine sont les enfants et les animaux. C'est là qu'intervient l'ironie tragique. Inadapté à ce monde désespérant, le jeune Bébert ne pouvait pas faire autrement que mourir. Teint verdâtre, pomme qui mûrira jamais, Bébert. Tant qu'il faut pour aimer quelque chose, on risque moins avec les enfants qu'avec les hommes. On a au moins l'excuse d'espérer qu'ils seront moins carnes que nous autres plus tard. On ne savait pas. On est loin de la grande tragédie. Phèdre, la reine, ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente, condamnée par la vengeance de Vénus. Non, Bébert meurt sans raison, peut-être à cause de son innocence même. Je crois qu'Aragon est l'écrivain qui a le plus testé ses limites de l'écriture pour donner la sensation de l'aléatoire et de l'infini. Par exemple, dans son théâtre-roman, on a un personnage principal qui est aussi narrateur et qui laisse entendre que les chapitres ont été mélangés par le vent. Mais en même temps, il est impossible de savoir s'il nous ment ou pas. Dans ce cas précis, le mensonge et la tricherie servent surtout à perdre le lecteur, à l'inquiéter. Tout se passait comme si quelque intrus avait profité de ce que j'avais laissé la porte ouverte, laissant mon désordre au gré du vent, et ce n'était peut-être que lui qui avait passé son doigt d'air dans le manuscrit abandonné. Et on termine cette deuxième partie par une transition. On voit qu'avec un certain nombre de procédés très particuliers, la suspension, la dégradation, l'aléatoire, l'inachevé, etc., les écrivains parviennent à susciter un sentiment d'inquiétude indépassable. En réalité, cela révèle peut-être une fonction plus générale des fictions narratives. Elles réfléchissent continuellement sur elles-mêmes. Ce mouvement entre concordance et discordance témoigne peut-être de cette perpétuelle réinvention du langage. Parfois, la narration et la manière de raconter constituent le centre même de l'intrigue. C'est le cas par exemple dans Jacques le Fataliste pour deux raisons. D'abord parce que le narrateur intervient toujours pour se moquer de ses personnages, voire même pour se moquer du lecteur. Mais aussi parce que l'histoire des amours de Jacques n'est qu'un prétexte pour faire surgir toutes les autres histoires. Mais on ne saura jamais comment tout cela se termine. Écoutez ce passage qui se trouve à la toute fin du roman. Et moi, je m'arrête parce que je vous ai dit de ces deux personnages tout ce que j'en sais. Et les amours de Jacques? Jacques a dit 100 fois qu'il était écrit là-haut qu'il n'en finirait pas l'histoire. Et je vois que Jacques avait raison. Je vois, lecteur, que cela vous fâche. Eh bien, reprenez son récit où il l'a laissé et continuez-le à votre fantaisie. La mise en abîme permet par exemple d'inscrire le roman dans le roman. Le romancier n'est plus alors dans un rapport direct avec la réalité, il réfléchit sur sa propre écriture. Dans Les Faux-monnayeurs d'André Gide, on a un personnage d'écrivain, Édouard, qui essaye désespérément d'écrire un roman qui s'intitule justement Les Faux-monnayeurs. En relisant les pages des Faux-monnayeurs que je montrais à Georges, je les ai trouvées assez mauvaises. Je les transcris ici telles que Georges les a lues, mais tout ce chapitre est à réécrire. C'est un passage intéressant parce qu'Édouard annonce qu'il va réécrire ses pages, et pourtant, dans le roman final que nous sommes en train de lire, ce sont justement les pages non corrigées que nous avons l'occasion de lire. André Gide veut donner à voir à son lecteur le processus même de l'écriture. C'est pour cette raison qu'il publie également son journal des Faux-monnayeurs. En faisant cela, André Gide était précurseur du nouveau roman et de ce que Jean Ricardou appellera l'aventure d'une écriture. Avec l'Oulipo, l'écriture d'une fiction se détache encore plus de la réalité en utilisant des contraintes complexes, parfois purement mathématiques. Par exemple, Georges Perec construit le plan de son roman La vie mode d'emploi à partir d'une grille qu'il va parcourir selon un schéma bien précis. Il aurait été fastidieux de décrire l'immeuble étage par étage et appartement par appartement, mais la succession des chapitres ne pouvait pour autant être laissée au seul hasard. J'ai donc décidé d'appliquer un principe dérivé d'un vieux problème bien connu des amateurs d'échecs, la polygraphie du cavalier.
On peut aussi citer une autre expérience de Georges Perec, La disparition, où l'intrigue est inventée entièrement à partir d'une contrainte, de langage. Écrire un roman entier sans la lettre E. Il en découle une véritable intrigue policière, une enquête pour retrouver cette lettre perdue. Mais plus tard, quand nous aurons compris la loi qui guida la composition du discours, nous irons admirant qu'usant d'un corpus aussi amoindri, d'un vocabulariat aussi soumis à la scission, à l'omission, à l'imparfait, la scription ait pu s'accomplir jusqu'au bout. Ferdinand de Saussure est souvent considéré comme le fondateur de la linguistique moderne. Au centre de ses travaux, on trouve un concept fondamental. Le signe linguistique est arbitraire, c'est-à-dire qu'il est complètement indépendant de la réalité qu'il représente. Le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire. Ou encore, puisque nous entendons par signe le total résultant de l'association d'un signifiant à un signifié, nous pouvons dire plus simplement le signe linguistique est arbitraire. Certains romanciers explorent les limites entre le langage et ce qu'il représente. C'est le cas de Samuel Beckett par exemple dans Compagnie. Le lecteur ne peut se rattacher à rien ou presque rien, ni personnage, ni lieu, ni temps. Une voix parvient à quelqu'un sur le dos dans le noir. Le dos pour ne nommer que lui le lui dit, et la façon dont change le noir quand il rouvre les yeux et encore quand il les referme. Seul peut se vérifier une infime partie de ce qui se dit. Comme par exemple lorsqu'il entend « Tu es sur le dos dans le noir ». La fiction devient alors un simple prétexte à la parole qui existe indépendamment d'elle, pour le simple fait de jouer avec les figures de style. On peut citer par exemple les exercices de style de Raymond Queneau. La même discussion dans un autobus est racontée 99 fois. L'anecdote en soi n'a aucun intérêt, elle n'est qu'un prétexte à jouer avec la manière de raconter l'histoire. Tout l'intérêt réside uniquement dans les variations de la narration elle-même. Tanka japonais. L'autobus arrive, un zazou à chapeau monte, un heure il y a. Plus tard, devant Saint-Lazare, il est question d'un bouton. Surprise. 2 heures après, devinez qui je rencontre devant la gare Saint-Lazare? Le même Godelureau, en train de se faire donner des conseils vestimentaires, par un camarade, à ne pas croire. La conclusion se fait en 2 étapes. D'abord, on fait une synthèse du raisonnement, et ensuite, on insiste éventuellement sur l'ouverture de la 3e partie, en proposant un nouvel exemple ou une nouvelle question. Nous avons donc vu avec Paul Ricoeur que les fictions narratives ont un rôle heuristique. Elles nous aident à appréhender une réalité angoissante. Mais dans cette volonté de représenter le monde, certains auteurs vont tenter de représenter ce que la réalité a de plus chaotique, inquiétant et inexplicable. Enfin, peut-être que ces postures participent à un même mouvement, à travers lequel les narrations se renouvellent elles-mêmes, réinventent le langage, prenant le monde comme support ou comme prétexte. Et je propose une ouverture rapidement. Après toutes ces expériences, pouvons-nous encore, avec Flaubert, rêver d'un livre sur rien ? Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la terre sans être soutenue se tient en l'air, un livre qui n'aurait presque pas de sujet, ou du moins où le sujet serait presque invisible, si cela se peut.